pour le Mali, pour le Malien et pour le peuple malien. C'est un jour particulier, jour pour jour, depuis l'élection du président Ibeka, contrairement à ce que le peuple avait comme espoir, se termine. Le Mali a élu Ibeka sur un premier plan pour la sécurité intérieure du pays. Le Malien s'est fait tromper par les discours propagande du président actuel. Nous sommes déçus. Le Malien est déçu. Aujourd'hui, si nous faisons le bilan de Ibeka, le pays a vraiment régressé. Une régression totale, inqualifiable. La question sécuritaire, en l'occurrence le nord du Mali, devait être mise à table depuis le 60e jour de son autorisation. Ce qui n'a pas été le cas. Nous, aujourd'hui, 10 partis d'opposition, on connaissait les compétences de Ibrahim Boubacar Keïta. On ne sait pas. On ne sait pas rallier. Aujourd'hui, le peuple malien nous donne raison. Aujourd'hui, nous sommes fiers, particulièrement le cas de Soumaïla Cissé, qui, un vrai patriote, est parti féliciter avec les médias du monde entier pour dire que le pays nous appartient à tous. Une élection, ce n'est pas pour détruire. Nous avons voulu ce pouvoir, c'est pour construire. Si nous n'avons pas eu la chance ou la confiance à l'époque du peuple malien, ce n'est pas grave. Si vraiment nous avons le seul but de construire le pays, nous avons dit félicitations à Ibrahim Boubacar Keïta. Je pense qu'aujourd'hui, nous voyons tous la réalité. On n'a pas besoin de passer par les médias. Il suffit juste de regarder en face. De pourparler à pourparler, de report à report. De 60 jours, nous sommes à plus de 365 jours aujourd'hui. Rien n'est fait. Qu'il n'est presque plus malien. Aujourd'hui, nous devons tous être unis pour vraiment regarder en face la gestion du pouvoir public, la gestion des affaires publiques du pays. Le Malien doit prendre sa responsabilité, faire face, s'impliquer. Comme nous avons dit de l'élection du président, nous allons démarquer notre opposition, celle qui est de l'opposition. Et cette opposition ne veut pas dire détruire, mais plutôt d'aider à construire. L'occasion est de nous aujourd'hui. À un an, je pense qu'il est grand temps de faire le bilan de Ibeka. En partant de la sécurité, partant de la situation socio-économique, bien devant. Chers compatriotes, soyez les bienvenus et merci d'avoir répondu massivement à notre appel. Car nous avons émis le souhait d'organiser un meeting, d'informer notre communauté du bilan du président de la République. Cette idée, elle a été partagée par l'ensemble des partis d'opposition. Aujourd'hui, le 6 septembre, un an, jour pour jour, après une élection démocratique, qui a vu sortir notre pays du marasme que vous connaissez, pour retrouver une situation convenable pour le peuple malien qui méritait tant. L'alternative démocratique, c'est ça. Il y a eu une élection démocratique. Il y a eu un élu. C'est le président de tous les Maliens. Et de toutes les Maliennes. Il y a eu les législatives qui nous ont donné une majorité et une opposition. C'est ça la démocratie. Ces hommes et ces femmes ont choisi l'opposition. L'opposition, c'est pas une opposition. L'opposition, c'est une opposition tout simplement responsable, constructive.
Ces hommes et ces femmes ont fait le choix de tourner le dos à ce qu'on appelle à l'époque au Mali, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays africains, le partage du gâteau. Vous savez, le partage du gâteau. Aujourd'hui, nous sommes de l'opposition. Peu importe les conséquences, nous avons fait le choix. Une démocratie, c'est ça. Pas tout le monde dans le même panier. Être là, critiquer le moment venu. Critiquer pas pour critiquer, mais critiquer pour apporter des solutions. Malheureusement, comme dans beaucoup de pays, certains compatriotes au Mali aujourd'hui considèrent l'opposition comme l'ennemi du gouvernement. C'est mal connaître la démocratie. C'est mal connaître ceux qui pendant des années se sont battus jusqu'au 26 mars 1994. 26 mars 1994, on a permis au Mali de retrouver enfin ce que tant d'années nous avons réclamé, la démocratie et le multipartisme. Alors, considérer l'opposition comme l'ennemi du pouvoir, c'est complètement se tromper de route. Nous avons fait ce choix de vous convier à ce rassemblement. Et le parti ont décidé, ceux qui sont à la tête du pouvoir de nos partis, de répondre à notre appel pour être avec nous aujourd'hui, débattre ensemble de cette année qu'on appelle le bilan annuel du pouvoir d'IPK. La partie sécuritaire, c'est le débat. C'est ça qui a amené notre pays. Où est-ce que nous sommes? Les accords de Rabat. Je remercie l'initiateur, le négociateur, celui qui a mené jusqu'au bout ces négociations est parmi nous aujourd'hui. Nul n'est mieux placé que quiconque pour vous éclairer de ces accords. Nous avons le représentant de l'UE qui va nous éclairer. Alors ensemble, nous allons débattre démocratiquement, échanger, vous éclairer de la situation politico-sociale de notre pays. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous vous souhaitons en tout cas de passer ensemble avec nous une agréable soirée. Il est accompagné par l'un des avocats de tous les temps. Présenter le parti pour dire qu'est-ce que le parti peut faire pour le Mali. Nous sommes venus de ce là. Oui, les phares, ils sont dans l'opposition, démocratique. Donc je disais que les phares se situent naturellement dans l'opposition et dans ce qu'on appelle une opposition démocratique. Chaque fois que quelque chose ne va pas dans la République, nous les femmes, nous levons, nous disons haut et fort. Et quand quelque chose de bien fait, on se lève, on dit et on félicite. Quels sont les actes posés aujourd'hui par les femmes? Oui, les femmes veulent aujourd'hui une coordination, de façon, je ne sais pas comment le dire, à plus de 70%, qui nous montre un cap, qui nous disent où il veut amener le Mali. Voilà la question que nous nous posons. Nous sommes d'accord, au Mali, tous ceux qui ne sont pas derrière aujourd'hui le gouvernement sont des apatrides, ne sont pas des Maliens, ce sont des... voilà, etc. Mais nous demandons tout simplement au président de l'Union, à son gouvernement, de nous dire où est-ce qu'il veut nous embarquer. Voilà, l'union sacrée, oui, mais pour aller où, ils nous le disent. Voilà, le
sauver le Mali. Mesdames et messieurs, responsables politiques et associatifs et amis du Mali, chers militants et militantes, pour rétablir notre État et reconstruire notre nation, il est urgent de tracer de nouvelles perspectives pour notre peuple. Notre destin collectif et l'avenir de l'État Mali doivent passer forcément par le recours. Avec une gouvernance homogène et Mali réconcilié avec lui-même, un État fort et juste, avec des institutions solides qui garantissent la stabilité et la sécurité. C'est un message fort à l'Afrique et au monde. C'est enfin un appel personnel aux patriotes, républicains et démocrates, pour qu'ils se ressemblent avec la volonté de redonner confiance à notre peuple, afin qu'il redresse la tête pour conquérir un avenir de progrès. Alors c'est d'abord une gestion patrimoniale du pouvoir, comme du temps des rois, où il n'existait pas cette distinction entre les avoirs du pays et la cassette personnelle. Une gestion marquée par l'affairisme et le gaspillage au sommet de l'État. C'est ensuite la sécession du Nord, non résolue, lui-même aggravée en 2012 et 2013, sans compter l'attaque rebelle du 21 mai 2014. L'armée malienne est dépourvue dans son armement et son intendance, avec une chaîne de commandement brisée et dévaluée. Ce qui est une conséquence de l'amateurisme et de l'improvisation dans les affaires publiques. J'allais dire qu'il y a pire si la présente énumération vous est déjà dans le registre. Qui? Alors ce pire des pires, qu'est-ce que c'est sinon on peut dire? Alors ce pire des pires qui fait planer la cessation de paiement sur le Mali, c'est la méfiance justifiée des partenaires extérieurs qui ont gelé leur coopération par mesures conservatrices. Bref, nous voici en face d'une banqueroute possible de l'État doublé d'une chasse aux sorcières envers les cadres de l'opposition. Constatez qu'elle n'arrive pas pour la première fois dans notre pays, même si nous sommes en face d'une gravité inédite en ce jour. Nous connaissons tous les caractères généraux de la nouvelle gouvernance. C'est la dilapidation du bien public, la corruption et le clientélisme qui permettent le paupérisme dans notre pays depuis l'indépendance. C'est donc les années de grâce à l'égalité par tout un chacun. En considérant une fois de plus les questions de la déclaration du 18 août 2014, ma conviction personnelle. Bonjour à tous. Donc, cette journée mène à la création d'une coordination des partis de l'opposition, dont je vais faire la lecture de la déclaration. Alors, le titre de cette déclaration, l'an 1 de la présidence d'Ibeka, la régression. En mars 2012, le Mali se retrouvait au fond du gouffre, essentiellement à cause d'un coup d'État absurde qui a précipité l'occupation des 3/4 du territoire par des terroristes. Beaucoup d'efforts ont permis l'organisation du scrutin présidentiel de juillet-août 2014. 12 mois après, où en sommes-nous? L'élection d'Ibeka, il y a un an, avait suscité d'immenses espoirs au Mali et à l'extérieur. Le nouveau président avait toutes les cartes en main pour sortir le pays du gouffre. Malheureusement, il a grillé toutes les cartes, les unes après les autres. L'espoir et l'enthousiasme ont fait place à la désillusion et au découragement. Les Maliens sont en effet déçus par les priorités du président. Dépenses de prestige et de luxe, nombreux voyages improductifs, avions, scandales financiers. Pendant ce temps, les vraies préoccupations du peuple et du pays, le Nord, l'armée, bonne gouvernance et justice sociale, sont négligées par le nouveau président. Le Mali et son armée ont été humiliés à Kidal le 21 mai 2014. L'État est absent de la presque totalité des régions du Nord. Une bonne partie de la région de Mopti est soumise aux exactions des groupes armés, mettant à nu l'impuissance du président et de son gouvernement. Durant cette année, les Maliens ont attendu en vain une prise en main des graves problèmes du pays. Aucun signal encore en vue qui augurerait le déclenchement
redécollage du pays à travers les urgences du moment. La fin du conflit dans les régions du Nord et la réconciliation nationale. L'éradication de la corruption et la moralisation de la gestion publique. La restructuration de l'armée, la lutte contre la pauvreté. En lieu et place d'une vision et d'une politique claire et ambitieuse sur ces grands problèmes, le peuple malien a eu droit à l'improvisation et à l'amateurisme. Preuve que le président n'a pas encore pris conscience de la situation réelle du pays. Les turpitudes de l'État malien, qui constituent de graves manquements aux exigences de la Constitution et le non-respect de préceptes basiques de la bonne gouvernance, ont vu le jour dès les premiers instants de la prise de fonction du président Ibeka. L'opacité qui entoure la déclaration de ses biens immédiatement après son investiture, ainsi que les multiples scandales qui jalonnent au quotidien la gestion des affaires publiques, ne sont que de gros titres des journaux en manque d'audience. La mobilisation qui a porté Ibeka au pouvoir s'estompe chaque jour. Peut-on se permettre de laisser la situation se dégrader davantage? Quels sont les risques possibles pour la nation? Quelles sont les issues démocratiques et républicaines face à la dégradation de la crédibilité de l'État? Plus que jamais, les démocrates et républicains sont interpellés pour donner des réponses pertinentes aux difficultés du pays et proposer des actions concrètes urgentes. Je vous remercie. Applaudissez très fort, les gars. Applaudissez très fort. C'est un meeting. Alors, il faut applaudir. Merci. Maître Deba est très connu. C'était l'ancien ministre des Manières de l'Extérieur. Candidat de l'IRD à l'élection présidentielle 2013, l'honorable Soumaïla. Quand cette belle initiative a été annoncée et portée à la connaissance de notre direction, eh bien, la direction a décidé de porter son choix sur ma modeste personne pour la représenter ici et vous transmettre encore une fois de plus ce message d'encouragement et de solidarité. La conférence, principalement animée par mon excellent aîné qui fait partie de ceux qui m'ont formé en politique, nous avons cheminé à leur côté. Nous sommes les produits finis de ce qu'ils ont voulu que nous soyons aujourd'hui. Le camarade, le ministre, le président Tchédé Kamé, qui a toujours donné le meilleur de lui-même. Alors, vous avez déjà planté le décor, chers camarades, représentants des partis politiques. Le Mali est en difficulté, vous l'avez dit. Je suis personnellement très heureux de retrouver certains visages ici. Il y a quelques mois, quand j'avais la charge de Mali de l'extérieur de l'intégration africaine, j'ai participé à des rencontres ici avec les communautés. Et j'avoue que ce sont les mêmes visages que je retrouve. Ça voudrait dire que tous les Maliens présents en France se retrouvent ici dans cette salle. Et j'en suis fier. Je vous remercie. Les efforts que vous avez fournis pendant la crise, quand je dis la crise,
Je m'en vais jusqu'en 2012, depuis l'attaque d'Aguelhok. Vous avez marché sous la neige, sous la pluie, pour attirer l'attention de la communauté internationale, de la France, sur ce qui se passe au Mali. Vous avez demandé de l'aide, vous avez fourni des efforts financiers, j'en suis témoin pour avoir été votre ministre. Vous avez mis la main dans la poche pour secourir notre armée, pour secourir les populations déplacées, pour secourir nos compatriotes qui ont été blessés dans leur chair et dans leur âme, dans les régions du Nord. C'est Dieu seul qui pourra vous payer les efforts que vous avez fournis. La transition, nous pouvons dire, s'est très bien déroulée, puisque, comme on l'a souhaité, dès la mise en place des gouvernements d'union nationale, appelant toutes les filles, tous les fils du pays à œuvrer pour la paix, nous avons abouti à une élection présidentielle. Je ne reviendrai pas sur les conditions dans lesquelles vous avez tous vécu ces élections. Nous avons abouti au retour à l'ordre constitutionnel normal par l'élection de M. Ibrahim Boubacar Keïta qui a été investi le 4 septembre 2013. Bien avant cette élection, des efforts ont été fournis. Des hommes et des femmes ont mouillé le maillot, dont Djebé Dramé, qui est l'un des acteurs principaux des accords de Ouagadougou, lesquels accords ont permis aux autorités de transition d'aller aux élections, d'organiser les élections. Mais lesquels accords ont été mis entre parenthèses par les autorités nouvellement élues. Vous en savez plus. Je fais référence à cela pourquoi? Parce que souvent, nous entendons des propos venant des tenants du pouvoir actuel en disant nous avons hérité d'un pays en détresse, nous avons hérité d'un pays à terre, nous avons hérité des caisses vides, nous avons, ce qui restait à dire, c'est que nous avons hérité d'un pays composé des gens qui n'existent pas en Europe. Ce qui est loin d'être réalité. Ce qui est loin d'être réalité. Puisque pour comprendre exactement et analyser le bilan de cette première année de pouvoir de M. Ibrahim Boubacar Keïta, il faut se situer dans ce temps. Il faut savoir dans quelles conditions et au moment où il prenait le pouvoir, comment est-ce que le pays était. Sur le plan sécuritaire, toutes les régions du Nord étaient libérées. Sur le plan sécuritaire. Le professeur Djokouna Traoré l'a rappelé dans son mot introductif quand il préfaçait le rapport des autorités de la transition. Je cite, c'était à la date du 1er septembre 2013, soit 3 jours avant l'investiture du président Ideka. Aujourd'hui, la totalité du pays est libérée et l'élection présidentielle et un modèle de genre est derrière nous. De nouvelles autorités s'apprêtent à assumer leur mission historique de finir de penser les blessures du pays et de renforcer son avenir. Fin de citation. Qu'en est-il exactement? Est-ce que dans le même temps, on peut dire que nous avons hérité d'un pays qui n'était pas totalement libéré? Parce que c'est ce qu'on tente de faire croire aux gens. On tente de faire croire que les 3 régions n'étaient pas libérées. Ce qui est loin d'être la réalité. Ce qui est loin d'être la réalité. Et ce rapport vient d'un gouvernement de transition majoritairement mobilisé pour l'élection d'Ibrahim Boubacar. J'en suis témoin, je peux le dire. Nous avons invité à moyen dans le cadre de l'FDL. On était 5 ministres étiquetés au nom de ce gouvernement important qui s'est érigé contre le coup d'État et ses conséquences. À l'arrivée, certainement, le président
démocratie qui en a. Alors, on a hérité d'un pays qui était en train de gagner en stabilité. Et les conclusions de ce rapport, je me suis entretenu avec certains camarades. J'ai dit, j'ai ce rapport ici, je suis prêt à mettre à votre disposition pour que vous sachiez ce qui a été fait et au moment de la prise du pouvoir, comment est-ce que le Mali se porte. J'ai dit, les accords de Ouaga ont permis d'organiser l'élection définitive. Et les accords de Ouaga ont tracé les cahiers par le travail pour que le processus de sécurisation, de stabilisation du pays puisse continuer, bien entendu avec l'accompagnement de la communauté internationale. Et c'est ce qui nous vaut cette situation que nous observons aujourd'hui, de déliquescence à tous les pays. Parce que l'aspect le plus important sur lequel les Maliens se sont appuyés lors de cette élection, c'est l'aspect sécuritaire. À l'élection, pendant la campagne, M. Ibrahim Boubacar Keïta est parti à Kidal. Il n'a pas été reçu avec les cailloux. Il n'a pas été reçu avec les ministres. Tout le monde l'a vu à la télévision. C'est l'un des premiers candidats à être reçu à Kidal. Il a parcouru toutes ces régions sans difficulté aucune. Ça voudrait dire que les accords ont produit leurs effets. Parce que ce sont ces accords qui ont permis aux belligérants, à ces groupes armés, d'arrêter les hostilités, de regagner la patrie, de reconnaître la République. C'était des avancées considérables. Aujourd'hui, qui sont tombés là. Ça fait mal. Quand on participe à la construction de tels joyaux et qu'on les voit s'effriter par le comportement des esprits humains, ça fait vraiment mal. Et surtout, au détriment de tout un peuple. C'est là le véritable problème. Pourquoi tout cela? Est-ce que M. Ibrahim Boubacar Keïta n'était pas préparé à assumer les fonctions du président de la République? Est-ce qu'il a voulu agir comme ça exprès pour nous plonger dans cette situation chaotique? Les actes qu'il pose tous les jours nous permettront de répondre à ces questions, à ces séries de questions. C'est pourquoi j'ai tenté de dire à mon camarade M. Koulibaly, des phares, la question pertinente qu'il a posée, où est-ce que M. Ibrahim Boubacar Keïta veut nous amener? Droit au but. Maintenant, la question pour moi, c'est de savoir, est-ce qu'il est conscient de cela? Est-ce qu'il est véritablement conscient que nous sommes en train d'aller trop loin? C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons inscrit nos actes dans l'opposition. Dans l'opposition, pas pour le plaisir de nous opposer, mais pour nous opposer à toute dérive qui porte atteinte au ciment de notre vie. C'est ça le sens de l'opposition. Ibrahim Boubacar Keïta pour ne pas apprécier les actes de l'opposition. Tout ce qui discute, c'est le bon. Et si tel est le cas, nous ne devons pas nous asseoir, fermer les yeux sur les dérives que nous constatons. Étant entendu que toute la législation, toutes les règles de droit en vigueur dans le pays du Mali couvrent dans ce sens. Nous avons un statut de l'opposition. Lequel statut, à travers la loi 00047 du 13 juillet 2000, qui nous oblige, je cite, sans préjudice des dispositions de la loi portant charte des partis. Les partis politiques de l'opposition, comme tout parti politique, doivent agir en tout lieu et en toutes circonstances dans le respect de la Constitution, des lois et des règlements de la République. À cet effet, ils doivent en particulier respecter les autorités légalement établies. Nous l'avons fait, nous avons reconnu la présidence de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Œuvrer à l'instauration
d'une culture démocratique par l'information, la formation et l'éducation des citoyens militants. Nous l'avons fait, c'est ce que nous sommes en train de faire. Veiller au respect des principes de la souveraineté nationale, de l'intégrité du territoire, de la forme républicaine de l'État, de l'unité nationale et de la laïcité de l'État. Ça a été le combat de tous les partis politiques membres de l'opposition depuis l'élection, bien avant l'élection de M. Congaré. Et nous continuons dans ce sens. Nous l'avons dit dans plusieurs déclarations. Cultiver le principe de la conquête démocratique du pouvoir, l'usage de la non-violence comme moyen d'expression de la lutte politique et le respect des biens publics et privés. Depuis que cette campagne de l'opposition a commencé suite à l'élection du président Congaré, personne n'a vu un membre de l'opposition dans la rue pour casser quoi que ce soit. Nous avons toujours tenu des débats civilisés. Au sein de l'opposition, on se donne le devoir de respecter les textes en vigueur, de respecter la Constitution. De l'autre côté, on se donne le devoir de répliquer par des injures, et surtout des injures personnelles qui attaquent les gens dans leur intimité. Où est-ce qu'on va? Pendant que nous inscrivons nos actes dans le respect de la Constitution, le président de la République, en commençant par son serment le 4 septembre, a violé la Constitution. Puisqu'il ne s'est pas engagé à respecter et à faire respecter la Constitution de la République. Cela a été rappelé par plusieurs observateurs. Déclarer ses biens 48 heures suivant cette prestation de serment. Il ne l'a pas fait, il ne l'a pas observé. C'est une obligation constitutionnelle. Un pouvoir qui débute par la violation de la Constitution, qui refuse de s'engager à respecter la Constitution. Mais manifestement, ces pouvoirs qu'on lui veut bouger. Nous avons pu tenir une année grâce à la clairvoyance et au sens élevé de responsabilité des partis politiques de l'opposition. Ça, je l'ai dit, pas particulièrement. Et c'est ce constat aujourd'hui qui est partagé même par les partenaires. Si on avait voulu répondre coup par coup aux invectives, aux injures, à tout ce que vous savez comme pratique mafieuse que notre pays a connu, on n'allait pas atteindre une année. Nous savons ce qui se passe ailleurs. Nous savons comment les oppositions se comportent dans certains pays. Mais au moment où nous avons voulu inscrire nos actes dans le respect de l'autre côté, c'est autre chose. Et cette défaillance, on l'a élargie même à la gouvernance. Le président, le ministre Thiebé, viendra dans les détails de tout ce que vous avez connu comme dérive, l'histoire d'avion dans un pays où les gens peinent aujourd'hui à manger. Les travailleurs se lèvent pour réclamer leurs droits qui sont en souffrance depuis des années. On leur répond, attendez, le pays est en difficulté. Le pays est en difficulté, les chefs de famille se taillent par du lion. Imaginez un chef de famille, tous les matins ses enfants lui réclament des bonbons, il dit je n'en ai pas. Le soir quand il rentre, c'est sa bouche qui est remplie de shawarma, de pizza. C'est aussi simple que bonjour. C'est aussi simple que bonjour. C'est pourquoi aujourd'hui, l'air est de plus en plus grave. Il faut que les Maliens, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, prennent conscience de cela. Vous avez posé des actes importants qui ont pu influer sur les décisions à l'intérieur du pays. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes dans un pays qui a beaucoup soutenu le Mali. Vous êtes dans un pays qui a un rôle important aujourd'hui dans l'équilibre politique, sécuritaire, social de notre pays.
Donc, les déclarations contradictoires, le tâtonnement, l'immobilisme, parce que pendant 7 à 8 mois, on n'a fait que parler, on n'a pas bougé. Tout cela nous a conduit à une politique aventuriste dont l'illustration a été la visite du Premier ministre à Kidal le 17 mai. Malgré les conseils de la terre entière, la MINUSMA, les Français, les Africains, tout le monde, semble-t-il ses propres ministres, les services de sécurité, tout le monde a dit au Premier ministre ne partez pas à Kidal. Il a tenu à partir. Et le résultat, ça a été l'humiliation de la nation, l'humiliation de l'armée. Voilà comment, un an après, nous sommes pour ce qui concerne le nord du pays. Le nord est en train de nous échapper chaque jour un peu plus à cause des mauvaises politiques menées pendant 12 mois par le président. Les conséquences des mauvaises politiques du président dans les autres domaines, notamment la gouvernance, c'est que nous avons eu droit à une nouvelle gouvernance totalement chaotique, marquée premièrement par l'intrusion sans précédent de la famille dans les affaires de l'État. Le président a déclaré hier soir sur l'ORTM que mes enfants, on lui parle de famille, c'est quoi? Son fils, qui l'empêche de se présenter, mais il n'y a pas que cela. Il s'agit de toutes les institutions de la République qui sont sous l'emprise de la famille du président. Il a oublié de parler du gouvernement, de ses beaux-frères, de ses neveux qui sont dans le gouvernement de la République. À quel titre? Dans l'état actuel du pays, dans les circonstances exceptionnellement graves que le pays traverse, il ne trouve pas mieux à faire que choisir dans son entourage immédiat, dans sa famille, dans les relations d'amitié de sa famille, pour pouvoir composer le gouvernement de la République. Alors on n'est pas surpris de se rendre compte que ce gouvernement est totalement amateur, complètement incompétent et inefficace, et qui est en train de mener le pays au mur, comme M. le ministre l'a dit. L'autre caractéristique de la gouvernance, de la nouvelle gouvernance instaurée par le président, c'est le piétinement de toutes les règles qui gouvernent les finances publiques dans le pays. La passation de marchés douteux, opaques, aux proches, aux amis, jusqu'y compris à quelqu'un qui a été nommé par la suite conseiller spécial auprès du président de la République. Les conséquences de tout cela, c'était quoi? C'est d'abord la dégradation de nos relations avec nos partenaires, parce que ceux qui nous aident, y compris à payer les salaires, à faire fonctionner l'État, n'ont pas compris que les priorités du président aient été des dépenses de prestige ruineuses, l'acquisition d'avions, d'un second avion présidentiel, pendant que le premier, acquis quelques années plus tôt par l'ancien président, était en état de fonctionnement. Il a été utilisé jusqu'à la fin de la transition, n'est-ce pas? Tout le monde a vu d'abord le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra, ensuite Dioncounda Traoré et Django Sissoko se déplacer à bord du premier avion présidentiel qui existait. Le président l'a mis de côté, il a acquis un avion. Dans quelles conditions? Le collectif budgétaire qui a eu lieu le 25 août a révélé les conditions absolument inadmissibles d'acquisition de cet avion. Parce que sous l'injonction du FMI, on a été obligé de mettre dans le budget d'État, rectifier tous les écarts qu'il y avait eu. L'acquisition de l'avion, par exemple, ou la garantie. Cela a échappé à beaucoup de gens. La garantie de 100 milliards apportée, garantie bancaire de 100 milliards apportée par l'État du Mali pour couvrir les opérations dans le cadre du contrat de gré à gré avec la société Guiostar. C'est-à-dire, non content d'avoir attribué un marché de gré à gré à un proche, pour une raison absolument incompréhensible, mais qui est le point culminant de l'opération douteuse, l'État du Mali a décidé de couvrir les opérations de cet homme d'affaires en lui apportant une garantie bancaire. C'est absolument incroyable, inadmissible. Ils ont été obligés d'inscrire cela aussi dans le budget rectifié le 25 août dernier. Parce que c'est inadmissible, c'est incompréhensible. En général, quand on attribue un marché à un opérateur économique, il prend des risques, il se débrouille avec sa banque ou comme il peut. Mais dès là que l'État qui lui attribue un marché de gré à gré, sans concurrence, décide en même temps de couvrir ses activités, nous ne sommes pas très loin de l'opération douteuse. Et cette affaire était une opération douteuse. Mais au-dessus de tout cela, parce que c'est quand même plus de 150 milliards qui ont été gelés
par les partenaires du Mali, le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne, les partenaires bilatéraux également, qui n'ont pas fait de communiqué pour annoncer qu'ils ont suspendu l'aide, mais qui l'ont suspendu parce qu'ils sont tenus par les règles du Fonds monétaire international de ne pas fournir l'aide budgétaire quand le FMI doute. Or, le FMI a accusé le gouvernement du Mali de malversation. Malversation. C'est rare, c'est quasiment unique que le FMI accuse un gouvernement de malversation. Et notre gouvernement aujourd'hui se débat pour expliquer pourquoi il a été conduit à faire ces malversations. C'est parce qu'on a piétiné toutes les règles qui gouvernent les finances publiques, parce qu'on considère le trésor public comme étant une propriété. Et il y a enfin la détérioration de l'image du Mali. La réputation internationale du Mali est totalement ruinée. La crédibilité extérieure du Mali est perdue. Notre pays n'est plus considéré à cause de cette mauvaise gestion, de cette gouvernance chaotique qui était en place depuis 12 mois. C'est pourquoi il me semble qu'un an après, au vu de ce bilan, qui est totalement inattendu, nul, à mon avis, même les plus pessimistes, n'aurait pu imaginer que le Mali serait là où nous sommes aujourd'hui, il y a un an, quand on a vu le monde entier à nos côtés. Il y avait des Africains qui sont venus, qui ont payé leurs billets, parce que le Mali c'est important pour eux. Camara, et comme d'autres Africains qui sont dans cette salle, pour eux le Mali c'est important pour eux, qui ont pris leurs billets, qui sont allés à Bamako, ils voulaient être les témoins oculaires du retour du Mali. Et aujourd'hui, ils sont tous déçus. Ils sont déçus, comme beaucoup d'autres Maliens sont déçus. Ceux qui, beaucoup, c'est la majorité de ceux qui ont apporté leur suffrage pour permettre l'élection du président qui sont aujourd'hui déçus au Mali. Vous êtes ici, dans l'immigration, en France, vous savez combien les Maliens de France sont également déçus. Alors nous sommes confrontés à cela. Vous dites, il faut apporter des réponses parce que ça ne peut pas continuer. Bien entendu, ça ne peut pas continuer. Ça, c'est la première année. Et nous avons encore 4 autres années devant nous. Parce que ne l'oublions pas, nous sommes des républicains, nous sommes des démocrates. Nous nous sommes opposés au coup d'État en 2012. Et la solidité de nos relations, PARENA, URD, PSP et FAR, plonge ses racines dans le combat contre le coup d'État. Nous avons été ensemble. Alors, les républicains que nous sommes, les démocrates que nous sommes, nous inscrivons nos actions dans le cadre de la légalité républicaine et constitutionnelle. C'est pourquoi nous interpellons le président. Mais on s'est rendu compte qu'interpeller ne suffit pas. Apparemment, il n'en a cure. Il se comporte comme s'il n'avait pas un bail avec le peuple malien. Il n'écoute pas. Il ne se rend pas compte qu'il fait fausse route et qu'il a commencé à faire fausse route dès septembre 2013. Donc, il ne veut pas corriger. Cela continue. Même son interview d'hier soir, c'est bien la preuve qu'il n'a aucune volonté de rectifier le tir. Enfin, on a eu droit il y a 48 heures à un communiqué de la Cour suprême disant que le président a mis à jour, conformément à la Constitution, sa déclaration de biens. Mais ce que nous avons dit depuis des mois, ce que nous disons depuis des mois, c'est que la Constitution a été violée parce qu'elle fait obligation au président, dans les 48 heures qui suivent son investiture, de procéder à la déclaration publique de ses biens. Et cela n'a pas encore été fait. On vient rajouter une couche par un communiqué pour nous dire qu'il a procédé à une mise à jour de ses biens. Non, la Constitution a été violée déjà et on continue à la violer en ne rendant pas publics les biens du président. Ce n'est qu'une indication, seulement une indication de la détermination du président à ne pas entendre le mécontentement du peuple malien, à ne pas entendre les sentiments profonds de déception, d'humiliation que les Maliens éprouvent. Et c'est ce qui les amène, le président et ses amis, à accuser l'opposition de tous les noms d'oiseaux. Il n'y a pas longtemps, le 4 septembre, donc hier, avant-hier, des ministres
des dirigeants du parti du RPM ont tenu une réunion où ils ont dit qu'ils doutent de l'amour que l'opposition a pour le pays. Quand on gère le pays comme on le gère, comme on l'a géré ces 12 mois, on peut donner des leçons de patriotisme à quelqu'un? Quand on a comme priorité son confort, acheter un avion, rénover les résidences, rénover des palais, si c'est ça la priorité du pays, un pays qui est au fond du précipice, on peut donner des leçons de patriotisme à quelqu'un? Voyons. Franchement. Apparemment, de toute évidence, ils veulent continuer comme ils ont commencé. Et les démocrates et les républicains que nous sommes, nous avons comme seule arme la constitution du pays. Donc nous mobiliser encore une fois, utiliser tous les recours légaux et constitutionnels pour amener le président à changer d'orientation, à changer de comportement, à changer de cap, à inverser les priorités, parce qu'il est urgent qu'il inverse les priorités, qu'il se rende compte que le pays est toujours dans le précipice, qu'il n'en est pas sorti, que notre situation est encore plus grave qu'elle ne l'était. Amener le président à desserrer l'étau de sa famille sur les institutions du pays, c'est extrêmement important, sur l'administration, sur l'État, qu'on mette fin aux interférences qu'il y a de la famille. C'est sans précédent dans l'histoire du Mali. On a rarement vu ça en Afrique. Qu'en une année, qu'on ait fait tout cela dans un pays qui est au fond du précipice, c'est absolument inadmissible. Donc, le travail que vous avez commencé aujourd'hui, la mobilisation qui a commencé aujourd'hui, doit s'amplifier. Comme vous le savez, demain à Bamako, les partis d'opposition organisent un grand meeting au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Il faudrait que la protestation monte dans le pays, que ce qui n'est pas entendu aujourd'hui soit encore mieux entendu demain, après-demain, que le président change de comportement, que le président desserre l'étau autour des institutions, autour des institutions du pays, que le président entende la déception des Maliens, les souffrances des Maliens et la soif de changement des Maliens, tout simplement pour mettre fin à l'humiliation de notre pays, pour qu'on ait une armée debout, parce que l'on a cassé les ressorts de l'armée au mois de mai dernier. Et surtout, après avoir couvert l'aventure de Kidal le 21 mai, que les autorités politiques viennent nous dire qu'ils n'ont pas donné d'ordre, comme si les coups de feu sont partis tout seuls, comme si les militaires se sont levés pour partir tout seuls, c'est absolument inadmissible. Ce pays a besoin d'une armée, ce pays a besoin d'un État debout, ce pays a besoin d'une autre gouvernance que celle que nous avons vue jusqu'ici. Nous avons besoin d'une gouvernance moderne, prévisible, qui respecte les règles de l'État de droit. C'est à cette condition-là que nous pourrons poser les jalons du relèvement du Mali, du redressement du Mali. Sans cela, ce qu'on a vu depuis 12 mois ne nous permet pas du tout de dire que le Mali est de retour. L'honneur du Mali, la dignité du Mali exige que ceux qui ont le pouvoir d'État aujourd'hui se ressaisissent et qu'ils prennent le bon chemin, qu'ils entendent nos protestations, qu'ils entendent nos critiques. Ce que vous avez continué, vous devez l'amplifier, vous devez le généraliser en rapport avec d'autres, dans d'autres pays, afin que le président l'entende. Je vous remercie beaucoup. Mesdames, messieurs, avec Ibeka, la barrière a changé de forme, mais elle n'a pas changé de place. ATT égale à Ibeka. Des présidents ressemblables, des présidents aux ressemblances troublantes, les clientélistes, la même mise de la famille sur nos biens et l'affaire, de l'affairisme. Nous ne sommes pas d'accord, nous, femmes de la coordination africaine. Que compte faire l'opposition? Que compte faire l'opposition? Qu'est-ce qu'elle propose pour l'armée malienne? La prière est bien, mais des fois il faut aller là. Que compte faire l'opposition pour la négociation en Algérie avec des rebelles qui n'ont pas de parole? Que compte faire l'opposition pour les crimes faits aux femmes? Est-ce que ces crimes seront impunis? C'est ça que j'avais à dire. Je félicite cette intervenante et de
négociations en cours. Nous n'avons pas cessé de dire au niveau de l'opposition depuis de longs mois que le président faisait erreur en ne s'emparant pas de l'accord de Ouagadougou qui a permis son élection. C'était un accord de cessez-le-feu. Et qui n'était pas seulement un accord de cessez-le-feu, c'était un accord par lequel les rebelles reconnaissaient l'intégrité du territoire national, reconnaissaient l'unité nationale, réalisaient cet accord. Ils reconnaissaient la forme laïque et républicaine de l'État. Cela veut dire que toutes les demandes qu'ils avaient avant, en vérité, à Ouagadougou, sous la pression internationale, ils ont accepté de les laisser de côté. Un tel accord doit être un guide pour l'action publique humaine. Malheureusement, cet accord a été ignoré, négligé, mis de côté pendant des mois. Il a fallu le 21 mai pour que les autorités maliennes commencent à parler de l'accord de Ouagadougou. Il est heureux que cet accord-là a été signé également par les organisations internationales, tous les acteurs internationaux aussi. L'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, la CEDEAO ont co-signé, donc sont témoins de cet accord. Et ce qui nous permet aujourd'hui, ce sont les meilleurs balises que nous avons en vérité, y compris à Alger. Vous savez que au mois de juillet, un des groupes avait tenté de revenir sur le principe accepté par la laïcité de l'État. Fort heureusement, vous étiez nombreux à rappeler que la laïcité avait été signée, acceptée à Ouagadougou. Donc je pense que si notre gouvernement s'était emparé de l'accord de Ouagadougou depuis octobre, depuis septembre 2013, et surtout s'il avait engagé les négociations dans les 72 jours prévus par cet accord, nous n'aurions pas été là aujourd'hui. Alors, nous avons perdu du temps, nous avons perdu du territoire, nous avons perdu une bonne partie du Mali. À mon avis, ce qui va sortir d'Alger ne peut pas être en dehors des dispositions de l'accord de Ouagadougou. Ils vont tenter, il faut que le Mali soit ferme. Malheureusement, sur ce point également, notre gouvernement ne joue pas son rôle. Notre gouvernement n'a aucune vision, aucune stratégie, aucun plan. Au mois de juillet, vous avez plusieurs membres de la délégation malienne qui sont partis à Alger, qui ont été informés quelques heures avant le départ de l'accord. Aucune préparation préalable. C'est un pays qui ne maîtrise pas le processus de sortie de sa crise. Vous êtes au courant de cette lettre que notre président a envoyée au président algérien pour lui demander d'envoyer un projet de feuille de route et lui demander de le faire enrichir par les techniciens. C'est comme si nous avons délégué à l'Algérie la gestion de cette crise. C'est ça le danger. Autrement, si le Mali prenait en main son dossier, il n'y a pas de raison que ce qui va sortir d'Alger soit conforme à l'accord de Ouagadougou. Si c'est conforme à l'accord de Ouagadougou, donc c'est conforme aux intérêts fondamentaux. Monsieur le ministre, je vais répondre à la question sur les violences effectuées au nord par les groupes terroristes. Madame la vice-présidente pour ces brillantes questions. Et en ce qui concerne le comportement que l'opposition doit adopter vis-à-vis de cette situation en Algérie, Madame le ministre vous avez brillamment évoqué. Alors nous sommes en train de travailler présentement dans ce cadre, puisque cette séance d'information, de concertation, constitue un pas important vers la recherche de solutions. Je rappelle toutefois, l'opposition a le devoir de suivre l'action du gouvernement, de la critique. C'est une obligation même pour l'opposition, quand même bien que cette obligation n'est pas comprise encore par le pouvoir. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Je pense qu'au sortir des séances de ce genre, on a quelque chose de potable qui peut permettre au gouvernement de se corriger. Nous sommes républicains au restaurant. Nous critiquons, nous proposons nos solutions.
dialogue. Avant l'entendre de ces compatriotes en Algérie, ça n'a pas été fait. Même la communauté internationale a mis la pression sur le pouvoir pour qu'il y ait des concertations avec les partis politiques. Le président, pour amuser la galerie, a rencontré les partis politiques pendant 30 minutes. Ça lui suffit. En ce qui concerne les crimes, je sais que vous assistez les puissants à la libération des criminels. Et c'est très grave. Moi, je suis très béni en tant qu'auxiliaire de justice. Je vois en cœur de journée une injustice, une sélection faite au niveau de ceux qui ont perpétré les crimes. À longueur de journée, certains sont libérés sans même que la justice ne soit informée. C'est comme ça qu'on peut consolider l'état de droit. Et ces victimes, vous avez vu les associations de défense des droits de l'homme, qui sont quand même différentes de l'opposition. Quand on considère l'opposition comme des gens n'aimant pas le pays, et ces associations maliennes, la société civile, qui marchent aujourd'hui pour que justice soit faite. On ne peut pas rendre justice dans l'injustice. C'est pas possible. L'un des combats de l'opposition également, c'est la suite. La lutte contre l'impunité. Tous ceux qui ont perpétré le crime au Nord, qu'ils soient traduits en justice et jugés comme tels. En lieu et place, nous assistons à un spectacle désolant auquel le ministre de la Justice s'est livré aujourd'hui, sur des boutiques. Sur des boutiques. Donc nous menons le même combat, nous avons le même souci. Et aujourd'hui, nous sommes en train, à travers différents créneaux, les créneaux politiques, ne suffit pas pour que la justice soit faite. Il faut la combinaison de plusieurs facteurs, notamment les agissements aujourd'hui, les actions posées par les associations de défense des droits de l'homme, que ce soit au niveau national, aussi bien au niveau international. Et je vois qu'aujourd'hui, de plus en plus, on s'achemine vers une mobilisation générale pour que les victimes soient remises dans leur tour. C'est très difficile d'aboutir à une réconciliation nationale sans justice. Quand vous avez l'impression que vous pouvez couper les mains, les pieds de telle personne, et demain, c'est fini, terminé, il n'y a rien, vous pensez que ça va amener la paix? Cette façon de croire ou de faire croire cela aux gens. Beaucoup de ces criminels-là ont été libérés en douce. Certains n'ont d'échange de prisonniers. Et c'est les groupes armés qui dictent, qui envoient leur liste. C'est apprendre à connaître. Puisque nous sommes un État à terre. De toute façon, si on refuse de faire, qu'est-ce qu'on peut faire? On est pris. On est à terre. On a accepté d'être très malade. On a accepté d'être humilié. Contrairement au discours. Et c'est pourquoi je renforce ce que le président Tchèque a rappelé. Il faut que les actions de ce genre se multiplient. Pour que les gens, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ces réalités. Ces atrocités, quand ça ne touche pas votre voisin ou votre famille, vous n'êtes pas souvent conscient. Ça a été le cas du Premier ministre. Étant à Kidal, arrivé à Gao, il a annoncé sur toutes les chaînes que tout va bien. Tout va bien pendant que les gens ont été tués par sa faute. Moi, j'ai vu les images. Ils n'ont même pas demandé à ce que ces corps-là soient rendus à la famille. Vous avez vu les soldats qui meurent sur le front là-bas au nord. On envoie les débris au niveau de leur pays. Mais les administrateurs qui sont morts à Kidal, on les a enterrés à Kidal avec leur tenue. Et pendant ce temps, lui, ils sont toutes les enterrés, tout va bien. Tout va bien parce que lui, il a été sauvé. Sauvé par qui? Par la communauté internationale.
quantifier, il faut que les gens soient conscients de tout ça. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il fait? À l'accueil, il est reçu en fanfare. Comment vous voulez que les soient pendant que le Premier ministre lui-même va au front, au retour, il perd tous ses combattants, il perd une partie de son pays et il est reçu en fanfare, en héros. C'est ça le Mali aujourd'hui. Et quand vous critiquez ça, vous êtes traité de tous les non-loisons. Vous avez l'obligation de la fermer et de consommer. C'est ça la démocratie. En tant qu'opposition, vous allez donc siéger à l'Assemblée nationale au moment de la ratification de l'accord de coopération que la France et le Mali ont signé le 16 juillet. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle position vous prendrez lors du débat? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, on parle beaucoup de gâchis depuis l'année dernière et d'enrichissement illicite. Exactement, il y a un an, l'ambassade de France a ouvert un site de veille citoyenne pour que les citoyens maliens, que tout citoyen malien ou étranger au Mali puisse vérifier si l'aide qui a été accordée pour un projet était bien utilisée sur place. Est-ce que vous en avez fait le bilan? Et la troisième question, c'est que très bientôt à l'Union européenne, il va certainement y avoir un gros débat au sujet des APE, les accords de partenariat économique, qui vont mettre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest complètement à plat, étant donné que vous n'aurez plus de taxes d'exportation et d'importation. Donc je voulais savoir ce que vous alliez prendre comme position au sujet des APE pour le Mali. C'est vrai que les conférenciers se sont beaucoup attirés sur la question sécuritaire du Mali. Et sur le plan économique aussi et social, il y a eu peu d'interventions par rapport à cela. Nous, ce qui nous constate surtout au niveau de la diaspora, c'est aussi la question d'immigration. Aujourd'hui, nous voyons des drames au niveau de la Libye, au niveau de la Mauritanie, au niveau du Maroc. Quelle est la position de l'opposition par rapport à la gestion du flux migratoire, surtout au niveau de la Libye où nous avons gardé des centaines et des centaines de Maliens. La deuxième question revient à ce que toujours au conférencier qui, parmi les deux conférenciers, chacun a posé la question, à savoir, nous allons travailler. Aujourd'hui, l'amateurisme, le clientélisme qui, au niveau du gouvernement qu'on connaît aujourd'hui, mais ça ne devrait pas nous surprendre également. Nous avons suivi tous la campagne aujourd'hui. Et cette campagne-là, comme nous l'avons suivi, et le président immédiat n'avait pas de programme. Le programme, c'était quoi? C'est le bonheur pour le Mali d'abord. Donc, pour cela, il n'y avait pas de programme. Et nous savons tous qu'au niveau de cela, il n'y avait aucun programme pour les candidats illégaux. Aujourd'hui, quelle est la position réelle de l'opposition pour qu'on ne va pas droit au mur, comme ils le disent? Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition est prête à descendre dans les cités au niveau de la base au Mali pour quand même dire ce qui se passe réellement à Bamako? Merci. Je fais quelques livres politiques. J'avais trois choses. Pardon, maître, je ne fais pas l'avocat du diable, surtout que vous êtes un avocat en total. Je voulais seulement vous demander, et à toute la salle, est-ce qu'un homme, ce n'est pas un peu trop, maître? Et parce que même c'est un homme, vous savez, vous avez expliqué tout à l'heure dans les conditions dans lesquelles il a pris, qu'il est arrivé à la tête du pays. Et puis je voulais vous demander, maître, est-ce qu'on peut bien gérer son pays avec la bonne gouvernance et la politique? Tant qu'on n'a pas la souveraineté, maître, souveraineté, je ne prends que deux éléments, et la monnaie et l'armée, capable de défendre correctement le pays. Deuxième question, on a dit au début de cette réunion que
demandé, et André Emmanuel le savent, est-ce qu'il n'y avait pas un malentendu dès le départ? On vote, pardonnez-moi, pour être politologue, on ne vote pas un homme, on vote principalement le programme. Alors, on fait exécuter, appliquer le projet de société pour lequel on a voté. Je termine maintenant. Pardon, le dernier intervenant disait qu'il ne paye pas, surtout si vous m'écoutez, le dernier intervenant. Pardon, comment il s'appelle? Voilà, vous avez dit, voilà, M. Carlo, vous avez dit qu'il ne paye pas beaucoup de personnes. J'allais dire, il est entêté, j'allais dire, il est comme un breton. Est-ce que c'est parce qu'il s'entête ou parce qu'il est incompétent? Oui, bravo. Président du collectif des manières de France pour la paix et la présidente des fédérations des femmes manières de France. Excusez-moi, permettez-moi de remercier les organisateurs de ce forum et également remercier les députés qui ont quitté le Mali pour venir nous écouter. J'ai entendu tout ce que vous avez venu de nous dire, mais je suis quand même troublée en tant que citoyen malien. Je me permets d'éclaircir les choses. Je n'adhère à aucun parti. Je suis citoyen malien dans les luttes associatives et depuis 3 ans, je lutte pour le Mali avec tous les Maliens de la diaspora. Donc, sur ce, il faut qu'on s'entende. Je ne fais pas ici l'avocat du diable, mais je ne peux pas m'empêcher d'aller plus loin. Si aujourd'hui nous en sommes là, c'est que le Mali a traversé un moment que tout le monde connaît. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui la responsabilité soit posée sur le membre de son gouvernement, alors que le Mali est arrivé à un tel état de déliquescence. Il y avait un président qui était là, il y avait son gouvernement, il y avait les élus, les députés, il y avait les partis politiques. Quand on entend tout le monde parler, on dit tous les Maliens sont fautifs. Je suis désolée, tous les Maliens ne sont pas fautifs. Parce que les Maliens ont eu des députés qui les représentent et qui lui fait réagir quand il faut réagir. Là, c'est ma première question. Donc là, c'est pas une question de constat. Excusez-moi. Si on parle aussi de la corruption, moi, je suis enfant de mon Keïta. Je sais ce que c'est que la lutte. La corruption, on ne connaissait pas. La corruption est arrivée avec la démocratie. Quand il faut aller faire, les hommes, ils vont parler, laisser les femmes parler au moins 5 minutes. Donc, la corruption, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en tant que parti politique pour éduquer la population par rapport à la corruption et par rapport à la citoyenneté? Par rapport aux dernières questions, c'est les négociations. Nous voudrons savoir aujourd'hui, en tant qu'opposant, parce que vous êtes dans l'opposition, quelle est la ligne rouge que vous n'accepterez pas? Parce que si ces rebelles vont jusqu'à demander que le Nord soit la savane, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? Qu'il y ait une lumière. Alors, si les rebelles vont jusqu'à dire qu'eux, ils veulent l'autonomie pour la fédération, moi j'ai entendu parler de plateforme. Je ne sais pas encore c'est quoi ce mot qui nous montre encore. On nous parle de régionalisme, du centralisme, et aujourd'hui, j'ai les antennes, j'ai entendu parler de plateforme. C'est quoi cette plateforme? Et vous, en tant qu'opposition, nous souhaiterons savoir quelle est votre ligne rouge et comment vous allez réagir pour que ce gouvernement puisse comprendre cette chose. Je vous remercie. Les conférenciers qui ont fait le déplacement pour venir nous éclairer sur la situation. Bon, vous entendre parler, vraiment, on voit que la situation est vraiment catastrophique et ça nous donne envie que de changer. Et alors qu'on est en démocratie, tout le monde sait que pour changer, c'est pas avec les musiques. Tout le monde sait que la démocratie, pour changer, c'est pas avec les musiques, c'est avec les cartes d'électeurs. Or, tout le monde sait que lors des dernières élections, beaucoup de Maliens n'ont pas eu les cartes d'électeurs. Donc, il y avait plus de 1 million de cartes d'électeurs qui n'auraient pas été distribuées.
Donc, pour pouvoir faire les changements, on a besoin des cartes électorales. Est-ce que l'opposition a introduit des moyens de pression sur le gouvernement pour que ce problème soit résolu? Sinon, si tel n'est pas le cas, tout ce qu'on est en train de faire ici, jusqu'à un jour, n'aboutira à rien parce que qui dit les changements dit carte électorale, c'est la question que je voulais vous poser. Donc, on va essayer de répondre aux questions, première question sur les réponses sur le coup. Par rapport aux accords de défense, si j'ai bien compris la question de Mme Françoise, vous avez bien signifié que nous sommes présents à l'Assemblée nationale et quelle va être notre position quand ces accords vont être transmis à l'Assemblée nationale. C'est bien ça? Ok. Alors, je voudrais rappeler que nous avons appris, comme tous les Maliens, courant janvier 2014, que les accords de défense devaient être signés le 20 janvier. Le 20 janvier. On n'avait pas le contenu de ces accords-là. Il y avait des obligations de tous les pays. Les obligations avaient commencé à être divisées entre les pro-accords et les anti-accords de défense. À ce moment, je m'interrogeais, comment on peut être pro ou anti-accord par rapport à un accord qu'on n'a pas encore fait? À l'époque, on nous a fait comprendre que la signature a été différée parce que le président, semble-t-il, le président de la République ne savait pas que la date annoncée coïncidait avec la fête de la paix. Et le ministre de la Défense de l'époque avait soutenu que les accords avant leur signature seront transmis en projet à l'Assemblée nationale pour être débattus. Ça n'a pas été le cas. Nous avons attendu jusqu'au mois de juin, vers la fin de l'opération Serval. Vers la fin de l'opération Serval, pour voir ces accords finalement signés. Mais qui ne sont pas, à mon avis, à ma connaissance, je ne sais pas, peut-être le président Tchèque pourra donner certaines précisions. Les accords n'ont pas été transmis à l'Assemblée nationale, pas à ma connaissance. Je suis membre du PRP, je n'ai participé à aucune rencontre. Les représentants du groupe parlementaire nous ont fait savoir qu'ils ont reçu des accords. Et je me garde de me prononcer sur des accords qui ne sont pas officiellement transmis aux élus. En ce qui concerne l'enrichissement illicite, vous avez parlé effectivement de la mise en route des réseaux au niveau de l'ambassade de France. Je ne sais pas trop si le réseau est fonctionnel, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous avez entendu l'autre jour sur RFI le ministre porte-parole du gouvernement mettre dans le bilan du gouvernement Ibeka la loi adoptée sur l'enrichissement illicite. Je voudrais rectifier en disant que cette loi, la procédure d'élaboration de cette loi a commencé pendant la transition. Et même bien avant la transition. Parce que vous savez, la loi sur l'investissement illicite fait partie de certains textes précurseurs exigés par les partenaires techniques et financiers par rapport à la signature de certains accords. Donc, le dernier gouvernement de Amadou Touré s'était attelé pour élaborer le projet, une loi sur l'investissement illicite. Malheureusement, il n'y a pas eu le temps de conclure. La transition a mis sa dose. Nous avons adopté en conseil de ministre un projet de loi dans ce sens. Bien entendu, l'administration est en une continuité. C'est ce projet de loi qui a été transmis à l'Assemblée nationale, retouché après par le gouvernement et finalement adopté par cette législature. C'est une loi, je ne sais pas si les décrets d'application ont été pris par le président de la République. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que nous avons un président de la République qui est très membre dans la mise en œuvre de certaines mesures législatives. Même réglementaires, certaines mesures sont adoptées sous forme de décret du Conseil des ministres qui tardent à être appliquées faute de saut.
les accords de partenariat. J'ai eu la chance de participer à Bruxelles à une réunion importante sur les accords pendant la transition. Et j'avoue que, comme vous, la signature en l'état de ces accords de partenariat fera en sorte que le continent africain tout entier perd cette crédibilité. C'est une réalité. C'est pourquoi les négociations ont traîné sur les pays. Surtout les négociations, je l'appelle la au niveau des différentes régions africaines. Au niveau de la CEDEAO, les discussions ont été faites. Les États n'arrivaient pas à s'entendre sur certains termes par rapport à certains produits. Et au niveau de l'arbitrage avec l'Union européenne également, les choses comme ça. On peut prendre tout le reste de la soirée à discuter de ces appels-là. Je suis sûr et certain qu'en l'état, tel que nous l'avons laissé à Bruxelles, il est très difficile que l'Afrique s'en sorte en adoptant un état. Alors, on n'a pas tellement parlé du plan économique et social. C'est vrai, c'est une question de timing, puisqu'on a un temps très limité. Parler de cette année au pouvoir de l'UNECA, on peut passer pratiquement toute une journée à l'émission. Vous savez la réalité aujourd'hui sur le plan économique, vous savez la réalité sur le plan social, la loi sociale aujourd'hui, la grève de l'UNTM qui a été largement suivie. Pas plus tard que mardi dernier, l'UNTM et la CSTM ont signé ensemble un document pour s'entraîner, pour s'accompagner dans cette lutte, pour préserver les droits des travailleurs. Vous remarquez tous les jours maintenant que c'est des ordures qui sont déversées dans la rue de Morocco, faute de dépôt de transit, faute de dépôt ou d'efforts pour évacuer ces ordures-là. Vous les avez constatés. C'est comme ce qui a été fait à Naples il y a quelques années. Le Mali est en train de vivre cette situation. Pour dire, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, rien n'est pas en train. Et ceci m'amène à dire, à répondre à la question de notre compatriote, madame, qui pense qu'aujourd'hui, le président de la République a trouvé le Mali dans un état de déliquescence. Vous savez, le président de la République, Ibeka, a accepté d'être candidat sachant très bien que le Mali était dans cette situation. Vous ne pouvez pas, en tant que chef, hériter d'une situation. Les Maliens vous ont fait confiance. Parce qu'ils ont, pour eux, vous êtes l'homme de la situation. Quelqu'un l'a rappelé. Vous ne pouvez pas apparaître comme l'homme de la situation. Échouer et prétendre que voilà, moi j'ai trouvé que rien n'allait, etc. C'est pas facile. Il y a eu des dérives par le passé, mais on n'a jamais atteint ce sujet. Pour quelqu'un qui connaît la trajectoire, l'évolution de notre démocratie, depuis l'indépendance, depuis les événements de mars 1991 jusqu'à toujours, on est dans une situation grave. On ne peut pas comparer la situation du Mali d'aujourd'hui à celle de sous ATT ou de sous Alpha. Je n'aimerais pas faire ce procès. Nous devons voir l'avenir. Et pour construire l'avenir, je pense que tous les Maliens s'étaient donné la main pour sortir de l'élection présidentielle de 2013. On repart sur le bon pied. C'est pourquoi toute la communauté, le président Djebel l'a dit, toute la terre est venue au Mali. Alors aujourd'hui, faire référence à ce qui s'est passé, et sachant très bien que ce qui s'est passé, le président Ibeka a été comptable également. Il a été Premier ministre pendant combien d'années? Il a été président de l'Assemblée. Moi j'ai été député, il était président de l'Assemblée nationale à cette époque. Il a été ministre des Affaires étrangères du Mali, il a été ambassadeur, il a été député jusqu'à son élection comme président de la République. Donc lui, il était l'un des Maliens qui était mieux placé pour savoir dans quel état le Mali se trouve. Depuis tout cela.
Alors pour éviter la corruption, qu'est-ce que les partis politiques, renforcer la citoyenneté, qu'est-ce que les partis politiques de l'opposition souhaitent faire? C'est cet exercice. Il faut que les gens soient conscients de la réalité du pays. Il faut que la gouvernance change. Sans cela, il faut que l'homme malien accepte de changer. Il ne faut pas qu'on se dise quand on arrive au pouvoir, c'est terminé, on peut se permettre tout. On ne peut pas lutter efficacement contre la corruption et renforcer la citoyenneté en ayant ce tel esprit. Et c'est cet esprit qui gouverne aujourd'hui ceux qui ont la charge de gérer le pays. Encore un petit mot. Les cartes d'électeurs, je suis parfaitement d'accord avec vous. J'ai été très choqué pendant l'élection présidentielle de savoir que beaucoup de nos compatriotes n'ont pas pu être enregistrés. J'ai fait le combat en Côte d'Ivoire, ici en France, ailleurs, nous avons des juridictions où aucun Malien n'a pu voter. En RDC, aucun Malien n'a pu voter. Parce qu'ils n'ont pas pu être enregistrés. En Suisse, il y avait que 3 inscrits. Et sur les 3, 2 étaient déjà inconnus. 2 étaient inconnus à ce niveau, au niveau de cette élection. Donc, nous reconnaissons qu'il y a eu des problèmes, et c'est pourquoi, à l'époque, on avait attiré l'attention. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le président Tchèque, compte tenu de tous ces dérapages, a décidé de ne plus être candidat. Parce qu'on partait vers une situation très inconfortable. Des Maliens étaient choisis pour voter, l'autre était exclu. Alors, cette situation, je crois que le gouvernement a pris des mesures, reporter la révision des listes électorales. Des réformes sont en cours, je ne sais pas à quel rythme ces réformes-là vont aller, pour corriger tous ces dérapages-là. On avait souhaité que ces insuffisances soient corrigées. C'est inscrit dans le rapport de sécurité de la transition que ces insuffisances constatées lors de la présidentielle soient corrigées avant les élections législatives. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Donc, je vais passer à la parole rapidement. Oui, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Très rapidement, très rapidement, l'opposition n'est pas opposée à l'accord de coopération en matière de défense et de sécurité pour des raisons évidentes. J'ai, dans mon propos liminaire, salué à nouveau l'intervention française de janvier 2013, une intervention libératrice. Et nous savons combien Serval d'abord, ensuite la force Barkhane, est un bouclier contre le terrorisme. Alors, il est évident, après le 21 mai, si les forces internationales n'étaient pas à Gao et Tombouctou, il y avait un sérieux risque que les groupes rebelles s'emparent de ces régions. Donc pour ces raisons-là, nous pensons qu'un accord de coopération en matière de défense et de sécurité est quelque chose de bienvenu pour le Mali dans les circonstances actuelles. Il est bon que le pays explore la possibilité d'avoir d'autres accords de ce genre avec d'autres partenaires du Mali. Je crois que cela est important pour que nous puissions bénéficier de l'expérience, de l'expertise d'autres et pour en même temps préserver une certaine marge de manœuvre du Mali, une certaine liberté de manœuvre du Mali en ayant d'autres partenaires avec lui. Est-ce qu'il y a une ligne rouge à Alger? Mais il y a des balises qui sont posées. Les balises sont contenues dans l'accord de Ouagadougou, qui a dit quoi? Intégrité du territoire, unité nationale, forme laïque et républicaine de l'État. Les groupes rebelles l'ont signé. Le gouvernement du Mali l'a signé. Les organisations internationales l'ont signé. Je pense qu'une fois ces balises posées, tout le reste est discuté maintenant pour voir quelles sont leurs demandes, leurs préoccupations. Vous savez, ils ont commencé par l'indépendance qu'ils avaient même proclamée sur les plateaux de France 24 ici. Ensuite, ils évoluent. Ils ont ressorti, semble-t-il, récemment, une idée de Kurdistan, statut ressemblable au Kurdistan irakien ou quelque chose de ce genre. Je pense que les Maliens doivent
si nous maîtrisions ce processus de sortie de crise, si nous avions un plan, une vision, nous devons aller avec une très grande ouverture d'esprit, en sachant bien qu'il y a des balises qui ne sont pas franchissables. C'est la définition des balises. Et la communauté internationale est avec le Mali. Les résolutions internationales sont avec le Mali de ce point de vue-là. Il faut savoir les utiliser simplement. Et je pense que ces derniers mois, on n'a pas montré qu'on savait tirer profit de l'engagement du monde à nos côtés. J'espère que ce sera le cas depuis. Un an, c'est trop peu. Oui, on peut dire qu'un an est trop peu, notre frère Paul Échipé. Un an, c'est peu. Mais enfin, un an, c'est un an sur 5. C'est un an sur 5, c'est pas un an sur 20 ou 30 ans, c'est un an sur 5. Donc c'est 20% déjà du mandat qui est déjà entamé. Alors, déjà, on aurait pu faire une évaluation les 100 premiers jours, me dit le ministre. Et là, on est là à 12 mois, 365 jours, n'est-ce pas, d'évaluation, et 365 jours pendant lesquels rien de concret n'a été réalisé au Mali. On a même reculé. Rien de concret n'a été réalisé. On a même reculé. On a perdu notre souveraineté sur le Nord. On a des pratiques qui jurent avec les règles de la bonne gouvernance. Donc je crois que là, les Maliens disent que c'est dès, je crois que c'est un proverbe bambara, que c'est dès le crépuscule que les signes avant-coureurs de la nuit qui sera bonne sont perçus. N'est-ce pas, hein? C'est dès le crépuscule. Alors, quand la nuit sera agréable, on le sent dès le crépuscule. Les signes avant-coureurs sont perceptibles. Alors, 365 jours, 12 mois sur 5 années, c'est largement suffisant pour savoir si nous avons pris la bonne direction ou pas. En général, les actes importants d'un quinquennat sont posés pendant les premiers mois. Voilà. Oui, donc on va s'arrêter là. Le ministre a déjà répondu à tous les autres. Hein. Madame Koulibaly a dit encore où étaient les députés, où étaient les institutions. Tout ça c'est vrai. Et est également d'accord que c'est pas vrai que l'effondrement du Mali c'est Ambé Nodon. Ça c'est pas vrai non plus. Il y en a qui ont plus de responsabilités que d'autres. C'est évident. Pourquoi les institutions n'ont pas fonctionné? Tout le monde n'a pas été là, croiser les bras. Il y en a qui ont tiré la sonnette d'alarme, qui n'ont pas cessé de tirer la sonnette d'alarme. Quand le pays allait au mur, quand le pays s'effondrait, quand on ne prenait pas au sérieux la situation au nord du pays. Alors, il y a eu la rébellion, il y a eu le coup d'État, l'armée s'est effondrée, l'État s'est effondré, il y a eu l'occupation. Nous cherchons à nous en sortir. Ce que nous disons, c'est que les actes posés depuis 12 mois, malheureusement, ne confortent pas la sortie des crises. Et qu'on n'a pas l'impression que ces actes-là sont pris par des hommes et des femmes qui sont conscients de la gravité de la situation du pays. Loin s'en faut. Autrement, ils n'auront pas les priorités qu'ils ont eues. Autrement, il n'y aurait pas les dépenses ruineuses de prestige que nous avons vues. Autrement, il n'y aurait pas les voyages nombreux, les multiples, improductifs, incessants voyages qui ne rapportent presque rien au pays. C'est pourquoi nous demandons au président de s'occuper un peu plus de son pays, de rester un peu plus. Il a été élu pour diriger le pays, pour conduire le pays hors du gouffre. Alors il ne peut pas conduire le pays hors du gouffre s'il n'est pas présent. Il faut qu'il soit là assez souvent et qu'il inverse les priorités qu'on a vues. Il y a là vraiment un problème réel de sens des priorités. Voilà, et encore une fois, c'est un appel à la mobilisation générale ici et au Mali, ici et ailleurs, dans l'immigration. Il faut se lever. C'est à ce prix-là qu'on peut sauver notre pays. Autrement, ce serait une marche inexorable. Vous n'avez pas besoin d'être dans les partis politiques. Il y a des mouvements, des associations responsables qui ont le Mali à cœur comme ceux qui sont dans les partis politiques. Donnons-nous la main tous ensemble. Il s'agit de notre pays, il s'agit de le sauver. Merci beaucoup. Pour finaliser la synthèse, nous allons faire la synthèse. Monsieur Magassa. Sekou Magassa.
Je pense que tout a été dit autour de la table avec l'expertise des uns et des autres, le ministre des débats, mais très rapidement, il faut dire des choses. On a vécu les élections de Michel Ministre. Moi, j'ai vu de manière de le consulat parce qu'il n'avait pas compris. Et ça fait quelque chose. Et quand on a vu cette situation-là, on s'est dit, tiens, probablement après les élections, le Mali va changer. Qu'est-ce qu'on a découvert? Une figure importante de la justice sociale, quelqu'un qui passe de son temps assemblée, le pays, qui a fait tous les pays, et qui a commencé à menacer les services publics, vous allez voir ce que vous allez voir, les inondations, vous allez voir ce que vous allez voir, les grands services, en fait, notre disait, le tigre de la place agriculture, on lit sous sa foi, on s'attaque au problème des barrières, on libère les médailles, on libère la corruption. Ni l'un ni l'autre n'a été fait par les médias. Et pour finir, c'était très rapidement, mais pour finir là-dessus, je pense que la mise en place de la coordination, c'est quelque chose de formidable. C'est l'élément le plus important aujourd'hui qui nous permet, et comme le ministre vient de le dire, qui nous permet à nous tous de se mettre ensemble, associations, partis politiques, personnes physiques, pour que le travail se fasse et que nous servions ensemble de l'antenne pour dire qu'on ne peut pas attendre 4 ans de plus comme ça. Parce que autrement, c'est le coup. Voilà que je veux dire. Nous allons terminer par l'hymne national. Le Mali éternel. Le Mali lumineux. Qui le met? Tous. L'hymne national. Ensemble. Qui le met? On y va. Allez. Tamsi Koulibaly Mariam. Alors, je suis au sein du secrétariat communication URD, manager juridique. Alors aujourd'hui, le Mali est dans un état vraiment catastrophique, avec un état mafioso, je dirais oui mafioso, parce qu'au bout des 1 an, il n'a pas su mettre en ordre ce qu'il fallait mettre en ordre au niveau de l'économie, au niveau du social, au niveau du médical. Il y a des choses qui étaient beaucoup plus importantes à faire au niveau de l'éducation. Au niveau de l'éducation, au niveau de l'armée qui n'est pas armée, qui n'est pas formée, au niveau médical où les médecins aujourd'hui ne sont pas dans les normes, dans tout ce qui est technique médicale. À l'école, les professeurs qui ne sont pas formés, il y a beaucoup de choses à refaire et au bout des 1 an, il n'a même pas fait ce travail de fond. Il s'est amusé à acheter des avions, à acheter des voitures, à faire des accords caducs. Où on va? Je pense que le Mali aujourd'hui a faim, le Mali aujourd'hui a soif et qu'il faut y remédier. Donc nous les partis politiques aujourd'hui, on est là pour nous faire entendre. Ça va être un combat très difficile qui va débuter et j'espère pour le président qu'il se remettra en cause et qui va commencer par les choses les plus importantes, c'est-à-dire donner des armements,
le médical, je répète encore, il y a des problèmes de fond qui sont beaucoup plus importants qu'un nouvel avion ou que la dernière voiture à la mode. Au lieu de faire un État mafioso, il ferait mieux de faire un État digne de son propre État malien, garder cette fierté malienne qu'on a quotidiennement et on est connu pour ça. Donc il nous a mis la honte aujourd'hui. Donc on est vraiment triste et on espère que tout va s'arranger. Amin Diallo, je suis le secrétaire général des questions électorales à l'URD. Alors je représente la section de Paris, URD Paris. Ce que moi je pense de un an d'IBK, je pense que nous allons à la régression totale du pays. C'est la malgérance parce que là on ne s'en sort pas du tout. Et puis il y a beaucoup de soucis concernant le budget financier. Il y a la pauvreté qui mine le Mali. Les gens ne s'en sortent plus et les gens n'arrivent plus à manger, ne trouvent pas à manger. Parce que là, moi je viens du Mali, je vois comment les Maliens souffrent énormément. Donc nous voulons absolument qu'il y ait un changement au niveau de la malgérance du pays. C'est Koumagassa, secrétaire général adjoint URD France, chargé de l'administration générale. Donc écoutez, là la première année de IBK c'est une catastrophe sur tous les plans économiques, financiers, moral et tout ce qu'on pouvait imaginer parce qu'on pensait que IBK c'était le libérateur du Nord, IBK c'était celui qui pouvait lutter contre la corruption. En fait les Maliens ont découvert dès son élection une figure importante de la jet set tropicale parce que c'est quelqu'un qui passe tout son temps à voyager. Nous en sommes aujourd'hui à presque 60 voyages en 12 mois, ce qui est énorme, des semaines entières sans conseil des ministres et avec des dépenses faramineuses. Je fais remarquer que IBK dort au Royal Monceau, où la nuit coûte 750 et 25 000 euros. Pendant ce temps, le peuple tire le diable par la queue. Donc c'est une catastrophe, c'est un malentendu. Mamadou Camara, secrétaire général adjoint de l'URD, chargé des relations publiques. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme bilan une année après l'avènement du président IBK au pouvoir? Nous nous rendons compte d'abord que deux éléments caractérisent ce bilan. Le fait que les partenaires techniques et financiers se soient abstenus pour financer le Mali et deuxièmement, la perte de la région de Kidal. Ces deux éléments ont concouru aujourd'hui à la décrédibilisation totale de l'exécutif au Mali. Et nous souhaitons, en tout cas en qualité de représentants de l'opposition, faire en sorte que nous puissions influer à travers nos députés à l'Assemblée nationale pour que nous puissions trouver très rapidement une solution durable aux problèmes du Nord à travers actuellement les négociations qui se déroulent à Alger, que le Mali puisse en quelque sorte trouver une solution politique tout en faisant en sorte que le Mali uni subsiste, Mali uni et laïque. Pour ce qui concerne les partenaires techniques et financiers, nous demandons au gouvernement de fournir le plus rapidement possible tous les éléments d'information utiles pour que le FMI, en l'occurrence, puisse reprendre les décaissements. Il y va de l'intérêt national du Mali. C'est Damel Boubacar Sidiki. Je pense que, comme on le dit, quand on est d'accord sur tout, c'est qu'on est d'accord sur rien. Dans n'importe quelle démocratie, c'est l'opposition vraiment qui est un peu la clé de voûte, c'est l'opposition aussi qui revivit même la démocratie. 12 mois d'IBK, on peut évaluer les bilans. C'est vrai, l'opposition vient de dire tout de suite qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché, en l'occurrence la sécurité. Il y a aussi l'aspect économique et social, d'après l'opposition. Mais moi, je dirais personnellement qu'il y a beaucoup de choses qui ont marché et que l'opposition aussi n'a pas daigné de souligner ça. Je peux dire que quand IBK venait au pouvoir, les institutions étaient très fragiles. Aujourd'hui, on peut dire que les institutions sont très fortes et que le Mali compte dans le concert des nations. Et il y a plusieurs fois aussi les problèmes de l'avion présidentiel a été évoqué. On doit savoir juste une chose. Après IBK, l'avion va rester au peuple malien. Ça, c'est vraiment un aspect quand même qu'il faut tenir compte. Il va falloir aussi informer l'opinion, la population
que ça c'est une pratique, moi je dirais même que c'est une manœuvre médiatique qu'ils sont en train de mener. Et ça c'est des choses entre autres vraiment qu'il va falloir qu'on fasse très très attention. On est dans une situation de crise et dans n'importe quelle situation de crise, on doit se donner la main. Opposition et parti au pouvoir, population associative et civile, on doit se donner la main et parler d'une seule voix pour que la sécurité règne partout dans le Mali. Sur le plan sécuritaire, je pense vraiment que l'opposition n'a pas daigné aussi de souligner vraiment qu'il y a les pourparlers qui sont en cours. Et à Alger, on peut dire que la perspective est même bonne, voire très bonne. Et ça, c'est entre autres des choses quand même qui sont très importantes. Au jour d'aujourd'hui, la jeunesse a confiance au Mali. La jeunesse commence déjà à prendre en possession de la situation et la jeunesse aussi s'affirme de plus en plus dans les institutions jusqu'au plus haut niveau de l'État. Ça, c'est des choses qui ont été très rarement vues dans les autres régimes précédents. Moi, je pense vraiment que dans n'importe quel pouvoir, il y a une opposition. Et dans n'importe quel État, il y a aussi une opposition. Mais l'opposition aussi vraiment doit éclairer de bonne foi. L'opposition doit être de bonne foi. L'opposition doit éclairer la population. Non pas seulement vraiment de véhiculer tout ce qui n'a pas marché, mais il faut avoir aussi souvent le courage de dire ce qui a marché. Et réellement ce qui était le Mali avant la prise de fonction d'IBK. Le Mali était à terre, il ne faut pas se voiler la face. Quand il est venu au pouvoir, les caisses étaient vides. Le Mali était moins représenté par rapport à son image bien sûr. Mais quand le président de la République, son honorable Ibrahim Boubacar qui était venu au pouvoir, il a redoré les blasons. Ça, c'est quand même des choses qui n'ont jamais été évoquées ici. On a comme l'impression qu'on est en train de révéler un peu les gens à l'égard du régime pour que les gens prennent une très bonne image, une très mauvaise image, je veux dire, du Mali. C'est pas ça seulement vraiment qui est important. La jeunesse maintenant veut repartir sur de bonnes et de nouvelles bases. C'est ça que le président, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, est en train de mettre en place. Je pense que c'est entre autres des choses quand même que nous on s'est défini, on se voit vraiment dans un Mali comme celui voulu par le président, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, c'est-à-dire ce Mali de renouveau, ce Mali vraiment rayonnant et ce Mali aussi qui est très ambitieux, c'est très important. Dans n'importe quelle société, c'est très difficile de faire seulement tout ce que les Maliens veulent en une seule année. Il y a déjà il y a déjà 4 ans devant nous. Il y a des bonnes choses qui vont se faire. Il y a les Maliens qui seront contents. Certes, on attend une chose qui est la sécurité. Comme il a dit son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, la sécurité c'est quelque chose qui se règle de façon progressive. Et là, c'est sur maintenant cette voie qu'on est en train de se lancer. C'est cette trajectoire maintenant qui est le gouvernement et c'est cette trajectoire aussi qui est voulue et définie par son excellence le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement. Et ce que je veux juste dire, une année de pouvoir, ça demande beaucoup de choses. Une année de pouvoir, il y a un bilan à se faire. Il y a beaucoup de choses qui ont marché qui doivent être évoquées. Les choses qui n'ont pas marché, normalement l'opposition doit se donner la main. L'opposition doit faire des propositions très concrètes pour qu'ensemble nous bâtissons ce Mali. Ce Mali de renouveau, ce Mali vraiment dont la jeunesse aura son mot à dire. Et ce Mali aussi dont les femmes auront beaucoup de responsabilités. Ce qui a été déjà fait par son excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Ça c'est quand même des initiatives qui sont encourageantes et des initiatives qui doivent être saluées. Mais en aucun moment je n'ai entendu rien de tout ça. Ce que je voudrais dire, je vous remercie aussi de m'avoir passé la parole. Je suis le responsable de la jeunesse RPM France. Et c'est pas seulement que je suis du bord présidentiel que j'ai devant ça, mais j'aurai le courage, même si c'était un autre régime qui était là, au jour d'aujourd'hui, j'allais dire ce qui avait marché et j'allais avoir aussi la volonté de dire ce qui avait marché. Mais seulement on attend ici dans la salle que ce qui n'a pas marché. Et ça, je pense vraiment qu'à l'intérieur ou à l'extérieur, on doit faire véhiculer, on doit donner au Mali une bonne image. Ça, c'est des choses que j'attends non seulement de l'opposition, mais que j'attends aussi les gens qui ne font même pas de la politique. En l'occurrence, la presse, que ce soit la presse interne ou la presse externe, il faut quand même qu'on dise vraiment ce qui va. Et ça, c'est des choses quand même qui sont très importantes à mon avis. Et là, pour être bref, l'opposition qui est en train de montrer un peu sa méfiance par rapport
au pouvoir, cette opposition a bénéficié quand même de quelque chose. Cette chose déjà, c'est quoi? Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, ils ont fait voter quand même un statut qui est très très important, c'est-à-dire un statut particulier à l'opposition. L'opposition sera associée à beaucoup de choses.